Allez, Moraï Vera Botaï, Brouchim Avaï pour notre cours hebdomadaire. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme je l'ai dit, c'est pas du mytho. Le lundi, j'arrive, je suis fatigué. Dès que je vous retrouve, ça va beaucoup mieux. Bon, j'espère que chez vous, c'est pas l'inverse. Ils arrivent chaud et que dès que j'arrive, vous vous endormez. Bon, Rachel, sinon vous ne serez pas là, c'est vrai. Grâce à Dieu. En tout cas, que votre présence, votre assiduité, votre sérieux, il nous apporte à tous. Bracha ve'atzlacha. Amen. On a besoin des Yeshuot. On continuera à prier pour tout l'âme Israël, si Dieu veut. Amen. On m'a encore dit tout à l'heure, tu sais, moi je suis un peu malheureusement d'un côté c'est bien, je suis déconnecté un peu des infos, mais bon, des fois je ne sais pas trop ce qui se passe. Là on m'a dit que le Liban, maintenant, ils ont tiré, ça arrivait jusqu'à Tibériade. Oui. Je dis, nous on est là, on est dans le mercaz, même en temps de guerre, on le sent pas tellement, mais on est sur un petit nuage en fait, mais c'est faux, c'est une hallucination. La guerre elle n'est pas terminée, et l'homme Israël il a besoin encore de filote et de protection, donc évidemment que ce cours, on va le dédier essentiellement pour la protection des Hayalim, du Ham Israël, de Eretz Israël. Amen. Et regardez, je ne vais pas vous spoiler, c'est ce que ça veut dire spoiler. Spoiler, c'est-à-dire vous dévoiler à l'avance quelque chose, mais sachez que la semaine prochaine, parce que vous imaginez que quand je suis déjà en train de préparer un cours, je suis déjà en train de penser à celui de la semaine d'après, c'est sans arrêt. Même quand je ne suis pas là, ma tête elle est là, c'est tout le temps. La semaine prochaine, on va parler, et ça sera très intéressant, sur l'importance d'Eretz Israël. Même moi, j'ai appris des trucs. Je suis passionniste, je vous dis la vérité, je suis passionniste. Je suis arrivé par idéal, parce que bon, là, Yeshiva, c'était des trucs ici. Tu me dis aujourd'hui, viens, je te paye, je sais pas moi, 100 000 euros. Je suis très sérieux, hein. 100 000 euros par mois pour faire ta vie en dehors d'Israël, je vous dirais non. Mais c'est pas par sionisme. C'est parce que ici, je suis plus tranquille pour appliquer ma religion en tant que juif, et ça fait plus de 16 ans que je suis là. J'ai passé le plus dur, j'ai appris la langue, je me suis habitué à la mentalité, j'ai pris mes marques. Ça va, je vais pas retourner maintenant. Mais je me suis dit, après tout, c'est vrai, c'est quoi l'intérêt d'Eretz Israël? Et bien sachez que moi, à travers les cours, j'en apprends aussi tous les jours, donc vraiment, ne ratez pas, je vous dis à l'avance, celui qui est pour la semaine prochaine, parce que vraiment, il va parler de l'importance, pourquoi est-ce qu'on se bat pour ce pays, pourquoi est-ce qu'on envoie des Chayalim, pourquoi est-ce qu'on demande toujours de prier. Freddy Reftov, Toda Rabba Lecha, Hashem Yishmorcha. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Bon, ça, en tout cas, ce sera pour la semaine prochaine pour vous dire que donc, le cours, il est dédié essentiellement voilà, pour la protection du Ham Israël, d'Eretz Israël, qui reste toujours, si Dieu veut, dans notre possession, et qu'elle arrête d'être mis en question. Amen, Kenny Ratson. Alors, mes amis, ce soir, en général, je n'ai pas le titre avant le cours. Il me vient toujours vers 11h, minuit, quand je sais que je dois le poster sur YouTube, etc. Mais là, j'ai eu 5 minutes avant, j'ai dit, je vais réfléchir, comment est-ce que je l'appellerai? Et je me suis dit, j'ai compris comment je vais l'appeler. Apprends à te plaindre, parce que ça vaut le coup. Alors, ce soir, on va parler de plainte. Et Dieu bénisse, la vérité, je pense que à ce niveau-là, on n'a rien à envier à personne. Et je ne parle pas uniquement des juifs, mais l'être humain en général, il aime beaucoup se plaindre. Alors évidemment, il y a des natures aussi. Hein. Il y a des gens, Dieu bénisse, tu t'assois avec eux. Si tu trouvais beau le paysage, il t'en a dégoûté. Tu dis, mais comment j'ai pu aimer ce coucher de soleil il y a 1 minute? Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens aussi, par exemple, qui sont très positifs. De n'importe quoi, ils arrivent à t'en faire une merveille. Et ça, je peux vous dire, c'est des cadeaux, ces gens-là. Si vous avez, écoutez bien ce que je vous dis, des gens positifs autour de vous, alors collez-vous à eux, parce que votre vie, elle peut changer. Votre vie, elle peut changer. Et des fois aussi, c'est l'inverse. Hein. Des gens qui sont très noirs, très négatifs, ça peut vous pourrir une vie. Il n'a pas de problème avec vous, hein. Mais le fait qu'ils soient toujours en train de se plaindre, sur celui-là, même des gens que tu appréciais, ils ont réussi à faire en sorte que tu les apprécies. Ou bien, simplement, que tu les regardes des fois même d'un œil différent. Alors, quand on parle de plainte, la vérité, il faut dire des fois les choses. Des fois aussi, c'est la vie qui nous offre, j'ai envie de dire, qui nous offre des raisons de se plaindre. Tu regardes, venez rien commander ici. Tiens, un type qui a fait son alia, imagine, vous savez combien de personnes, moi j'ai connu qui ont fait l'alia début octobre, ou en tout cas à fin septembre de l'EA, il y a 2-3 ans, bim, ils arrivent, il y a eu 7 octobre. Il y a eu la guerre, il y a eu ci, il y a eu ça, les machins. Les gens, ils ont été traumatisés. Et c'est ça, Israël, et que c'est quoi ce pays, et il y a pas, il faut tout un balagan dans un gouvernement pour pouvoir passer simplement une loi, que s'il y a un terroriste, on a le droit de le tuer. Et vous vous rendez compte? Le type, il est là, ça fait 1 an, si c'est pas 10 ans, qu'il est en train d'imaginer comment il va nous torturer, et qu'il est passé à l'acte maintenant, et on arrive à le neutraliser, après ou non qu'il ait déjà fait des actes barbares, tu veux le tuer pour défendre, il faut que tu demandes l'autorisation. Parce que si tu tires, tu risques toi d'aller en prison.
Donc le type, il dit, ils sont complètement barges, donc ça, c'est pas bon. Et après, tu vas dire quoi, Yokira Mechia, le coût de la vie, comment ça augmente, et là, Arnona, et tu as vu le prix du coca, et tu as vu le prix des essence. Donc il y a tout le temps des raisons qui font que, on a des raisons de se plaindre. Des fois, c'est la vérité. Mais ça, c'est sur la vie, ou sur les gens, ou sur le gouvernement. Alors si on se devrait peut-être s'avouer quelque chose entre nous, on va le dire à voix basse, mais peut-être assez fort pour qu'on l'entende tous. Les amis, il ne faut pas avoir honte des fois de dire et se l'avouer que même des fois, on a même des plaintes sur le bon Dieu, sur Hachem. Quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais de plainte sur Hachem, je lui embrasse la main tout de suite. Et surtout, j'aurais beaucoup de mal à le croire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est humain. D'avoir des questions, de ne pas comprendre, et des fois d'en avoir ras-le-bol. Et ça nous pousse, pas uniquement au questionnement, mais sans arriver à dire je me rebelle, à remettre en question des choses, tout simplement à se plaindre, même avec politesse, mais à se plaindre. Hachem, pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Je parle même pas maintenant des fois des épisodes évidemment dans la vie qui sont complètement incompréhensibles, mais même des fois des choses de tous les jours, on ne comprend pas. Et qui ont commencé, mes amis, à nous montrer cet exemple? On va rentrer dans, vous savez, le match dans un récef de parachiotes, dans un suivi de parachiotes qui vont parler que de plaintes. Be'alotecha, Shelachlecha, Kobar. On va voir déjà ici ce qu'on va appeler les mythes lonénimes, ou plutôt, plus nachon, les mythes onénimes. C'est qu'ils vont se plaindre. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas assez à manger, on en a marre de la manne, on regrette qu'on a mangé en Égypte, etc., etc. Ensuite, on va arriver au Meraglim, les explorateurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une arnaque. C'est une arnaque Israël, on n'avait jamais dû accepter, etc. On a refroidi tout le monde de rentrer. Et après, on va voir Korah, qui va se plaindre contre la hiérarchie de Moshe et d'Aaron. Il va essayer de mener une mutinerie contre eux. Là, on est parti en complètement en catastrophe. Et pire, il y a même les grands qui vont commencer un petit peu à sortir peut-être du chemin exemplaire. Moshe Rabbeinu qui lève les bras. Il dit Hachem, j'en ai ras-le-bol. Ce peuple, j'en peux plus. Moi, j'en ai marre de vivre. Allez, mets fin à mes jours, c'est marqué dans la Torah. Tiens, Myriam et Aaron qui vont se permettre de casser un peu de sucre sur Moshe. Excusez-moi de l'expression, ça part en cacahuète là. Ça part en cacahuète. Les petits ils font des bêtises, les grands aussi ils font des bêtises, et tout le monde se plaint et tout le monde en fait à sa sauce. Et évidemment, on sait que la réaction d'Hachem par rapport à ça, elle va être sans appel. Les gens là qui vont se plaindre, qui vont dire on a marre de la manne, on veut de la viande, on veut ci, on veut ça. Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous voulez, vous allez en avoir. Mais vous allez tellement en avoir que vous allez en vomir. Et vous allez en mourir. La réaction d'Hachem, elle va être très violente. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis, je vais exprès un petit peu de grossir le trait au départ. Parce qu'on s'est plaint. Parce qu'on s'est plaint, et là, Hachem, il n'a pas accepté qu'on se soit plaint. Alors, je peux comprendre le côté de Dieu, hein, il n'aime pas qu'on se plaint. C'est vrai. Mais on est humain. Et si une personne, elle se plaint, il ne faut pas oublier d'où ça vient à la base. C'est quoi une plainte? Je ne parle pas maintenant des râleurs pros qui s'ennuient dans leur journée, donc qui cherchent à se plaindre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une vraie plainte. C'est quoi une plainte? C'est quelque part un cri d'une douleur. C'est quelque chose qui vient à la base me déranger. J'ai un mal-vivre, j'ai un mal-être. Donc je le transforme en plainte pour exprimer ce que je ressens. Je ne vais pas faire taire une douleur. Une douleur, il faut l'écouter. Il faut s'en occuper, oui ou non? Si un enfant, il a fait une bêtise, oui, tu le vois à chaque fois. Moi, je me rappelle, je n'oublierai jamais un jour, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un enfant qu'il a connu quand il était petit dans sa classe. À chaque fois, quand il allait dans des anniversaires, vous vous souvenez des anniversaires des copains, comment c'était? C'était top, hein? Il ne fallait pas grand-chose, hein? Un verre une bouteille de coca, quelques bambas, bisli, les copains, un ballon, mais on était, mais qu'est-ce qu'on était heureux. Et il m'a dit, il y avait toujours un enfant. Dans le cas là, c'était une fille, une enfant. Dès qu'elle était dans un anniversaire, il fallait voir ce qu'elle mangeait en quantité de bonbons, de coca. Alors, chaque enfant, il aime les bonbons et les chocolats et machin. Mais là, tu voyais que la petite, elle n'était pas là pour jouer, elle était là, elle bougeait pas de la table. Maïd Barer, pourquoi est-ce qu'elle agissait comme ça? Évidemment, un parent, il va être outré, la mère, peut-être, elle veut crier. Valma et Hacham. Les parents, ils étaient tellement durs avec la petite, ils lui autorisaient tellement rien à la maison, que dès qu'elle avait l'occasion d'avoir accès à quelque chose qui était interdit à la maison, mais elle faisait des provisions pour l'avenir dans sa tête. Ouais. Donc quand tu vois un comportement qui est décalé de la normalité, c'est pas le comportement que tu dois crier, c'est d'essayer de comprendre la cause. Ça, elle est là la solution. C'est pas de crier un instant T. Vadaï que là il faut mettre une limite, mais essaye surtout de comprendre la source du problème. Ça c'est un acte.
mais même une parole. Si une personne, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Pourquoi tu te plains? Makara, machaser lecha. Qu'est-ce qui te manque? D'où ça vient? Et c'est uniquement en questionnant la personne que tu vas réussir à avancer. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a le côté négatif de la plainte. C'est vrai qu'il est réel, il est vrai, il vient ici exprimer quelque chose. Mais il faut faire attention. Parce que les plaintes, mes amis, ça n'a jamais, écoutez bien ce que je vous dis, ça n'a jamais apporté une finalité en soi à une personne. Moi, j'ai remarqué un truc dans ma vie. Le plus grand des feignants, vous l'avez devant vous. De nature, si je pouvais rien foutre de mes journées, je serais le plus heureux. Si je pouvais ne rien foutre à partir du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, je serais heureux. Mais vous savez très bien que la vie n'est pas faite comme ça. Si tu ne bouges pas, tu n'auras rien. Rien. Ni réussite, ni mariage, ni enfant, ni argent. Ça ne marche pas comme ça. Oui, l'écaille, quand on dit l'écaille, elle ne tombe pas du ciel, c'est arrivé à l'époque. Hachem, il a fini les robinets. Tu veux, tu te lèves, tu vas faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Un type dira, ah là, qu'est-ce que j'aimerais maigrir après 30 kilos. Et le mec, il dit ça et il mange des gâteaux devant Netflix. Moi, je lui dis, Baba, viens au rendez-vous dans 10 ans, tu seras x3 de ce que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu ne bouges pas, il ne va rien se passer. Tu veux te marier, mais tu fais que te plaindre que tu es célibataire. Si tu ne te prends pas en main, tu ne fais pas un effort pour être peut-être plus présentable, pour être plus sociable, pour faire connaissance avec des gens, il ne va rien se passer non plus. Donc, il faut des actes. Mais à rester, à pleurer, à pleurnicher, ça n'a jamais rien apporté de positif à qui que ce soit. Surtout que vous remarquerez quelque chose. Une personne, très souvent, quand elle se plaint, elle peut se plaindre à un public ou à une personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Je suis désolé de te le dire, mais pourquoi elle fait cette petite intro toute gentille, toute bien comme ça à présenter? Vous savez pourquoi? Parce que personne n'aime vraiment entendre des plaintes à la base. C'est dérangeant d'entendre quelqu'un qui se plaint. Une fois de temps en temps, quelqu'un qui fait une remarque, surtout si c'est une remarque qui a sa place, qui est juste, ah, on dit pas mal, oui, il a raison. Mais quand c'est toujours la même personne qui vient... On dit, c'est toi. Bon, si tu viens pour te plaindre, c'est bon, la synagogue est ouverte, tu peux sortir. Ne nous casse pas les pieds. Parce que personne n'aime écouter des plaintes. Et vous savez pourquoi? C'est fin ce que je vais vous dire. Parce que, écoutez bien, la vie, elle n'est pas évidente. Les gens, pour s'en sortir, ils doivent déjà eux-mêmes fournir des efforts de positivité sur leur propre vie. Tu imagines si tu as quelqu'un à côté qui te tire toujours vers le bas, mais tu as épuisé avant de commencer. Tu vas, Baba, la vie est déjà suffisamment compliquée comme ça. Moi, je me bats avec mes propres défis, j'essaie de garder le sourire. Si toi, en plus, tu me rajoutes tes problèmes, ou bien tu essayes de me trouver des problèmes dans mes propres situations que je vis avec toi au quotidien, dans lesquelles j'en vois pas, mais toi, tu ne fais que, à chaque fois, m'en inventer des nouveaux, tu m'as épuisé, j'en veux pas. Donc, ça veut dire, les plaintes, il faut faire attention. D'un côté, elles ont un côté réel, d'un côté, elles peuvent être vraiment très nocives. Donc, la question, c'est comment est-ce que je fais pour accepter, pour entendre une plainte? Surtout qu'il y a aussi une autre visage à la plainte qui est intéressant. C'est qu'une plainte, en général, vous savez pourquoi on va avoir du mal à l'écouter? Parce que très souvent, elle vient pointer du doigt un manque, quelque chose, dans une situation ou chez quelqu'un. Et encore une fois, c'est réel, c'est pas des inventions, c'est vrai. Toi, tu es comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est radin, celui-là, il est laid, celle-là, elle râle. On pointe du doigt quelque chose. Très souvent, c'est vrai, une plainte. Pourquoi est-ce que ça ne nous plaît pas de l'entendre? Parce que s'il y a une plainte, c'est qu'il y a un manque. S'il y a un manque, c'est qu'il y a un défaut. Et s'il y a un défaut, c'est-à-dire que je dois fournir un travail. Je dois sortir de ma zone de confort. Or, est-ce que l'être humain aime sortir de sa zone de confort? Non. Très compliqué. Je vais vous lire, regardez, écoutez bien, un rabbin qui s'appelle le Rabbi Yosef Elbo. Écoutez bien ce qu'il dit, comment c'est incroyable. Il dit qu'un homme, à chaque fois qu'il sort de sa zone de confort, il est triste et il souffre. Regardez jusqu'où ça commence. Quand un enfant, un bébé, il sort de la matrice de sa maman, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Évidemment, il y a le côté médical. Pourquoi il pleure? Parce que c'est poumons sourds, on remplace l'eau par l'air, il n'a pas l'habitude, il se met à pleurer. Mais éverlésé, au-delà de ça, il y a d'autres pshat, il y a d'autres explications beaucoup plus intéressantes que uniquement la science. Moi, j'ai pas On te pleuré. dit, pourquoi? Tu n'as pas pleuré? Non. Tu nous expliqueras après l'histoire, elle doit être passionnante. T'as pas une fessée. Quand un bébé, il pleure, pourquoi il pleure? Parce qu'il était bien jusqu'à maintenant. Il était tranquille, dans le ventre de sa mère, il avait de la bouffe qui lui rentrait, il n'y avait rien à faire. En plus, il avait un petit malach, un petit ange, il lui suivait que la Torah. Il connaissait toute la Torah. Tu imagines maintenant, il sort dans ce monde de fou dans lequel on vit, il n'est pas content, il se met à pleurer. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, quand tu prends un enfant,
et que tu lui fais passer du lait maternel à la vraie nourriture. Au début, il n'est pas content. Vous savez comment il fait? Vous vous rappelez les visages des petits bébés ou pas? Au début, ils font comme ça, ils font des grimaces. Tu as goûté une courgette pour la première fois, une pomme de terre. Moi, j'adore quand tu vois. Comment tu reconnais un bon bébé juif? C'est qu'à 3 ans, il mange la daf avec toi samedi midi. Drôle ou pas? Tu lui écrases les pommes de terre, les pois chiches, la viande, qu'il envoie. Je dis, c'est pas possible, oui, ça va. Depuis le biberon, ça commence, c'est comme ça. Alors oui, quand il a 3 ans, il mange avec les mains, il en met partout. Dès qu'il voit la gamelle, il est comme un fou, il fait déjà des bruits et tout, alors qu'il ne sait pas encore parler. C'est top. Mais le début du passage, il n'a pas été évident. Et Razali continue. Quand un homme, écoutez bien, il passe de l'obscurité à la lumière. Vous avez vu quand vous êtes dans un tunnel et vous allez sortir du tunnel en voiture, qu'est-ce qui se passe? Ça pique. Vous étiez bien, c'était comme ça, petite ambiance comme ça, tamisée, on était bien. Pourtant, la lumière, elle est bénéfique ou pas? Bien sûr. Tu veux sortir de ce tunnel, il t'angoisse ce tunnel, tu veux voir la lumière du jour. Mais dès que tu sors d'une situation à l'autre, comme ça, tu bouges un petit peu. Et il finit le rab, il dit, malgré que tous ces changements, et ce faux chef d'abord, en fin de compte, c'est pour le bien de l'homme. Tu grandis. Combien de temps tu peux rester avec du lait maternel? Au contraire, tu vas me dire merci, dans 50 ans, je t'ai fait goûter l'entrecôte. Tu vas me dire merci, super. Un bébé, quand il sort de la mère, il voit tout ce qu'il peut faire dans sa vie, il va être content. Va dès que tous ces changements, ils sont pour ton bien. Avalma, ça te dérange. Parce que je t'ai obligé de quoi? De fournir un effort pour t'adapter à la nouvelle situation. Et l'être humain, il a beaucoup, beaucoup de mal à ça. Quand une personne, elle entend une plainte sur lui-même, qu'il reçoit d'un ami, de la famille, de son conjoint, de ses enfants, et comme je vous dis à chaque fois, ceux qui pourront vous faire le plus mal, c'est ceux qui seront toujours le plus proches de vous. Hein? Denis, pour reprendre l'exemple, une personne avec qui tu te disputes, c'est lequel le coup qui fera le plus mal? Celui qui est loin ou celui qui est proche? Celui qui est proche. Tu prends une droite d'un gars qui est à 5 mètres de toi et un gars qui est à 50 cm de toi, c'est pas le même effet sur le visage, je vous le garantis. Mais c'est pareil sentimentalement. Une personne avec qui tu as des relations comme ça, de voisinage, salut, bonjour, Assina, Shabbat Shalom, Shabbatov, il te dit, et un jour il te dit, faites trop de bruit, vous, hein. Et fou, je suis là, quoi. Va fumer ta cigarette, ne me casse pas les pieds. Tu ne le calcules même pas. Tu as passé la porte, tu l'as déjà oublié. D'accord? Et un jour, quelqu'un que tu veux pas, il te dit, bah, il est pas beau ton costume. Et tu as vu ta tronche à toi, il dit, bah, qu'est-ce que tu veux chez moi? Super. Mais si tu as un jour, tu sors comme ça tout pimpant pour aller à la synagogue, chez vous, mesdames, et vous voyez votre mari, qu'est-ce que vous attendez? Ah, tu es belle, tu es la plus belle, tu es magnifique, ta 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 ta. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, bof. Maman, tu as envie de l'égorger. Pourquoi? La voisine, elle t'a dit la même phrase, il y a une semaine, tu ne l'as pas calculé. Moi, on n'a pas la même relation. Elle est très loin, et lui, il est très proche. Un enfant qui te dit, papa, tu es beau. Waouh, comment tu te sens bien? Maman, tu es la plus belle. Comment ça fait du bien? Mais par contre, pareil, un enfant qui dit, je t'aime pas. Ça tue, ça fait mal. Même si c'est un bébé, ça va très bien. J'en ai pour le petit m'a dit ça. Après, petit m'a dit ça. Après, on a parlé comme ça. C'est là une question de proximité. Tout est une question de ça. Donc imaginez une personne qui vient, qui vous fait maintenant, c'est pas un bébé qui vous parle, c'est un adulte, et il vous fait une vraie remarque, elle est basée sur quelque chose de vrai. Pourquoi ça va vous piquer à part l'ego? Parce que vous savez que si vous réagissez 2 minutes, il y a quelque chose ici qui va me demander un travail. Est-ce que j'ai envie de le faire ce travail? Pas forcément. Alors oui, si je vais écouter des cours de Moussa, si j'ai un peu mûri dans ma vie, et je comprends que les remarques, elles sont là pour me faire avancer, tout de suite je vais me remettre en question, Kamatov Hashem, il se les Toda, le gars au lieu de l'insulter, je vais l'embrasser, je vais lui dire merci, grâce à toi je vais travailler un trait de caractère. Mais oh, pour arriver à ce niveau, papa, il faut en travailler, hein, il faut en écouter des cours de Moussa et de morale. Vous voyez? Donc ça va être compliqué. Donc les amis, la question elle est, tachles, dans la vie, il y a des plaintes qui sont là et qu'on va devoir sortir à un moment donné ou à un autre parce qu'on est des êtres humains et parce qu'il y a des choses qui nous dérangent au quotidien. Comment je fais pour les exprimer, ces plaintes, avec, j'ai envie de vous dire, autorisation? En étant agréé par le bon Dieu, par le public, par mon entourage, et pas en me regardant en me disant mais pourquoi tu ouvres ta bouche? Parce qu'encore une fois, on ne peut pas étouffer un besoin et encore moins un manque. Donc comment on fait pour avancer avec ça? Alors, la vérité c'est que si je regarde dans les textes de la semaine, on voit une réelle cassure entre le niveau qu'on avait avec Hachem, qu'on avait à l'époque, et le nouveau qu'on a commencé à avoir. C'est-à-dire, donc on a parlé de toutes les parachutes qui étaient avant. Sortie d'Égypte, dévoilement d'Hachem, Moshe qui fait des miracles, Kiryat Yam Souf, l'ouverture de la mer,
Matan Torah, la manne, de l'eau. On a une relation avec Dieu qui est complètement hors du commun. Elle est surnaturelle. On a une relation avec lui, qui est extraordinaire. Mamache, on a l'impression qu'on a un roi qui parle avec des gens impressionnants et qui leur donne tout le temps des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Super. Sauf que tout à coup, de quoi on commence à parler avec le bon Dieu? De pastèques, d'oignons, de poissons et de viande. Je dis, attends, je comprends pas. Si je parle avec maintenant, Stam, je vous donne un exemple. Un rab. Vous savez quoi? Pas forcément un rab. J'aime pas parce qu'on a l'impression que les rabbins, après, ils sont dans une autre planète. Pas du tout. Avec quelqu'un Stam d'intelligent, d'intéressant, tu parles avec lui, je sais pas moi, de géopolitique, de Torah, c'est toujours intéressant. Mais les discussions qu'il y a avec lui sont toujours d'un certain niveau. Vous savez, moi, je connais plein de gens dans ma vie, et avec chaque personne, je sais quel genre de discussion je vais avoir. Il y en a que ça va être d'un ennui pas possible. Il y en a que ça va être simplement de la rigolade, de la légèreté. Il y en a que ça va être trop profond même des fois. Lui, il ne faut pas que j'appelle quand j'ai mal à la tête ou que j'ai envie de me changer les idées, parce que je vais repartir, je vais reprendre 2 acamol direct en rentrant. C'est impossible. Il y a des gens avec qui ça va être sympa, ça va être léger en mêlant un petit peu, tu vois, profondeur, sympathie. Tu sais à qui tu t'adresses, et en général, tu sais lever un téléphone vers le style de la personne avec laquelle tu veux parler en fonction de comment tu te sens et ce que tu as besoin de recevoir à ce moment-là, n'est-ce pas? On se reconnaît dans ce schéma? Super. Et imagine que la personne avec laquelle tu as l'habitude de parler, des discussions intéressantes, il commence à t'ennuyer ce jour-là, mais il te parle de bêtises. T'as vu la météo qu'il fait? Ouais, oui, je vois la météo, oui, il fait chaud, oui, je suis au courant, ok, d'accord, pas de problème. Et alors? Tu as vu les nouvelles baskets de l'autre qui s'est acheté? Tu viens à foutre les baskets de l'autre, je crois, mais d'habitude, c'est pas avec toi que je parle de ce genre de choses. Tu vas être déçu ou pas? Tu vas t'ennuyer, tu vas pas le comprendre. C'est ce qui se passe avec nous. Avec Hachem, de quoi il nous parle? De miracles, de promesses extraordinaires, Matan Torah, Eretz Israël. Vous avez le peuple élu, où il a une discussion avec nous et il aime le répondant. C'est quoi la preuve que tu aimes le répondant de quelqu'un? C'est que tu continues de parler avec lui. C'est que tu continues de le fréquenter. Vous voyez? Imagine, je te présente quelqu'un. Je parle pas de mariage. Stab. Tu vas à la Sina, salut Moshe, je te présente à Aaron, salut, tu serres la main, comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et tu vois que le premier Shabbat, ils sont assis ensemble à l'apéro, ils discutent. Le deuxième Shabbat, ils se revoient de loin, ils se recaptent, ils se resserrent la main, ils se réassient ensemble. Et 1 et 2 et 3, c'est-à-dire quoi, comment il est passé? C'est intéressant. C'est trouver de quoi discuter, le Torah, il aime la personne, il a un... Super. Mais si le premier Shabbat où tu les as présentés au Kiddush, ils se donnent déjà d'eau, et la semaine d'après, ça c'est à l'extrémité chacun de la table. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas intéressés, ça ne marche pas. On ne s'est pas arrangé. Ok? Très bien. Hachem, si quand tu vas parler avec les d'Israël et d'Égypte, ils les amènent devant la mer. De la mer, il les amène en bas du Har Sinaï. Le Har Sinaï, miracle extraordinaire, le don de la Torah, des promesses, c'est d'Israël, la manne, de l'eau dans le désert. C'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne. Hachem, il est content du répondant qu'il a en face. Mais tout d'un coup, on est en train de décevoir Hachem. Il commence à pleurnicher comme des bébés. Et pas uniquement, écoutez bien ce que je vous dis, de plus le remercier, mais de remettre en cause tous les bienfaits qu'il nous a fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, comment est-ce qu'on s'appelle à ce moment-là, comme je vous ai dit? Pas mitlonelim. Comment on dit une plainte en hébreu, vous savez? Luna. Wow, bien. Luna. Là, le mot râleur, vous savez ce que ça veut dire, hein? Incroyable. Suluna, exactement, c'est une plainte. Donc, comment on devrait dire des râleurs? Mitlonelim. Or, comment la Torah nous appelle? Mit-onenim. C'est un mot qui n'existe pas. Des fois, la Torah, elle fait des feintes, elle sort des mots bizarres. Des fois, oui, il y a une racine, mais mit-onenim, c'est pas un mot adapté. Et le pire, c'est quoi? C'est que la Torah, quand elle dit Vayam ki mit-onenim, que le peuple s'y était à ce moment-là comme des râleurs, la Torah ne vient pas spécifier ce qui s'est passé. Donc, la question elle est, pourquoi tu me donnes un nom aussi bizarre et tu ne veux pas dire ce qui se passe? Réponse, regardez la différence. C'est quoi Tluna? Demain, tu es dans la rue, il y a un mec, tu lui as dit quelque chose, il s'énerve, il t'a mis une baffe. En Israël, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Attention, hein. Celui qui a la main légère ici, il va tout de suite en prison. Ouais, ah oui, en Israël, ça rigole pas. Quand il y a une bagarre, et les flics ils arrivent, la première question c'est quoi? Qui a tapé le premier? Que l'autre, tu lui aies démonté la tête après, qu'il est en sang par terre, parce que tu sais te défendre, c'est lui qui a tapé en premier, c'est lui qui entend. Ok? Et si on ne peut pas en arriver là? Ok? C'est quoi Tlouna? Je viens déposer une plainte précise pour quelque chose de précis qui s'est passé qui m'a dérangé. Le schéma, il est clair. La raison, elle est claire. Je viens, je plains. Très bien. Comment on appelle ça en hébreu? On l'a dit Tlouna. C'est quoi Tlouna? Teouna. C'est pas un accident. Pas un accident. C'est quoi ça, Teouna? Écoutez bien. C'est un espèce de ras-le-bol
qui tourne en rond et on ne sait pas sur quoi. Ça veut dire quoi? Si je te dis, mais c'est quoi le fond de ton problème? Toi-même, tu ne saurais même pas me le dire. Vous avez compris la différence? Je dis, mais c'est... Tiens, différent avec lui, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez faire jamais? Non, je ne supporte pas. Ah, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je sais pas. Tout m'agace chez lui. Vous connaissez ses réponses? Tout m'agace chez elle. Je sais pas, j'aime pas sa manière de se comporter, de parler, comment elle marche, comment elle truc. Donc en fait, tu n'as rien dit. Ça fait 5 minutes que tu n'as rien dit. Lui, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je sais pas. Au travail, je le sens pas. Je le trouve pas très aimable. Ouais, il t'a dit 10 trucs en même temps, mais il t'a rien dit. Alors qu'il y a un vrai problème, c'est quoi? Tu dis, écoute, c'est simple, je suis assis l'autre fois, on a voulu faire des affaires, on a fixé un prix, on arrive à dernière minute, il me change le truc, c'est pas un gars honnête, je veux pas faire de travail, je veux pas te faire d'affaires avec lui. C'est clair? Il y a eu un épisode clair, très bien. Ça, c'est mes coubales. Mais quand tu viens et que tu commences à tourner en rond, ça veut rien dire. Et la Torah, elle continue. Qui est venu s'ajouter à ces gens-là? Les Asaf Souf. Moi, c'est Asaf Souf. Khazal, ils disent, écoutez bien, c'est ceux qui viennent et qui grossissent tout pour rien. Qui font d'une fourmi un éléphant. Tu n'as rien dit. Tu as dit une syllabe qui n'était pas à sa place. Et elle crie, elle fait des grands gestes, elle exagère. Mais encore une fois, c'est quoi le problème avec ces gens-là? C'est qu'à un moment donné, ça te fait croire qu'il y a un réel problème alors qu'il n'y en a pas. Et on a commencé comme ça, à se dégrader. Et quelle a été la plainte? On en a marre de la manne. C'est quoi la manne, je rappelle? C'est le pain céleste qu'Hachem nous a donné. Est-ce qu'il était spécial ce pain? Oui. Ah ouais. Si vous voulez que ce soit comme goût, ça a été. Bravo. C'est quoi la manne? C'était une nourriture spirituelle. C'est-à-dire elle était 100% spirituelle, c'est-à-dire, c'était quoi la spécificité de la manne? C'est qu'elle était tellement complètement spirituelle qu'on n'avait même pas de déchets. Parce que c'est quoi les déchets d'une personne? Je prends ce que j'ai besoin, je rejette le mauvais. Mais quand Hachem te donne quelque chose 100% spirituel, il n'y a pas, c'est pas cette notion mauvais, il n'y a pas de obsolète, il n'y a pas d'épluchure à rejeter, il n'y a pas tu prends une mandarine, tu jettes la peau. Non, tu peux manger. D'ailleurs, sachez qu'à l'époque de Adam Arishon avant la faute, l'arbre lui-même, il était mangeable. Vous imaginez de quoi on parle, le niveau dont on parle? C'était une folie. Espéri ou sepéri, un arbre fruitier qui fait des fruits. Ben, si les fruitiers, il fait des fruits, non. C'est que même l'arbre lui-même, il avait le goût du fruit. J'avais envie de manger une pêche, je pouvais manger directement l'arbre. C'est une folie. Donc Hachem nous a ramené quelque part à ce stade extraordinaire. Ok? Et bien sûr, comme il a dit Peter, tout le monde sait c'est quoi. Tu fermais les yeux, tu pensais à une pizza, tu avais un goût de pizza. Entrecôte, tac, et tu te faisais des kiffs. Super. Sauf que nous, on est venus, on a dit quoi? On en a marre. Alors évidemment que la plainte, elle n'est pas claire. Mais ce qu'on va comprendre encore moins, c'est l'impatience d'Hachem par rapport à ça et la réaction de Moshe. Qu'est-ce qu'il va dire Moshe Rabbeinu? Écoutez bien. Il va lever les mains au ciel. Il va hurler à Hachem. Je ne peux plus supporter à moi seul ce peuple. Ils m'ont cassé la tête. Il dit maintenant, Vimkara tosali. Il dit à Hachem, et si comme ça tu veux me faire, entre guillemets, si tu veux pas me laisser le choix, Orgenina Harog, si tu plais, tue-moi, tu veux me rendre un service, enlève-moi la vie. Ve'aleri berati, mais ne me vois pas souffrir parce que j'en peux plus d'eux. Oh! Et elle n'est pas un peu extrémiste la réaction? Franchement. Vous savez, moi j'adore, et c'est la vérité, quand vous voyez dans des synagogues, Dieu bénisse, dans toutes les synagogues, c'est toujours le même schéma. Il y a un rabbin, un président, et un comité et un public. D'accord? Et des fidèles. Ça va être comme ça dans le schéma idéal. Sauf qu'au final, tu as un rabbin et 20 000 capitaines. Incroyable. Chacun sait mieux que l'autre, chacun a son mot à dire, chacun vient se plaindre, chacun. Et t'as le pauvre, t'as le responsable officiel. Comment tu reconnais le responsable officiel? C'est le seul vraiment qui a des cheveux blancs à 35 ans. Il n'a rien demandé, le pauvre. À la base, c'est lui qui veut, en plus de ça, dans la plupart du temps, bénévolement, il veut aider, etc. Rien qu'on l'appelle, on se plaint, on critique, il n'en peut plus. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens? On dit, comment il a fait Moshe Rabbeinu pendant 40 ans? Parce que nous, on est quoi? On va être dans une communauté, allez, 100. Une belle communauté, c'est 300 personnes. Oh, Moshe, il en avait des millions à supporter toute la journée. Comment il a fait? À un moment donné, on voit qu'il a pété des câbles. Mais tu pètes des câbles pour entre guillemets, des vraies raisons. C'est acceptable, bien sûr. Ah, on comprend, on va le plaindre, on va le pleurer, on va même lui donner un mouchoir. Mais pour ça, pourquoi est-ce que tu t'énerves? Écoutez la réponse, comment elle est profonde. Moshe, il n'est pas comme nous. C'est pas en mode, allez, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder des vases, m'avait saoulé. Ça y est, j'en peux plus, je quitte tout.
Moi j'adore les gens, des fois tu vois d'ailleurs des responsables de synagogue, ils te font des grandes scènes, ils prennent le porte-clés. Dans la Sina, il y a toujours 50 clés. Ouais, t'as la clé de la Sina, la clé du Echa, la clé de la Seouda, la clé de la réserve, la clé du bureau, la clé des trucs. Donc il prend son trousseau, débrouillez-vous, c'est comme ça, débrouillez-vous, ça m'intéresse plus. Il s'en va. 2 jours après, qu'est-ce qui se passe? Il reprend ses clés, il s'est calmé. Pourquoi? Parce que il s'est calmé. Le rabbin, s'il est intelligent, il a su l'appeler derrière. Le calmer, faire le chemin avec la personne, et on repart pour un tour. Mais Moshe, c'est pas un chamage de synagogue. Moshe Rabbeinu, c'est Isha Elohim. C'est un homme qui est devenu un malach de son vivant. Un ange. Lui, il va s'énerver parce que le mec, il a dit, je veux une entrecôte. Non, mais bête. Réponse, Moshe, il dit, non, t'as pas compris, Hachem. Moi, j'ai une mission. C'est quoi? C'est d'essayer de faire le pont entre toi et eux. La preuve, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il est monté humain dans le ciel. Donc c'était un espèce, je ne vais pas dire un demi-dieu, c'est faux, mais c'était un surhomme. Vous écoutez les jeunes ou pas? C'était un surhomme. À un moment donné, il était là, mais il n'était pas là. J'ai envie de dire les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages, dans le sens où, dans le ciel, mamache. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une Torah qui était divine, il l'a rendue humaine. Ça, c'est le passage. Moi, j'ai dit, moi, ma mission, je l'accepte. J'ai de la patience jusqu'à 120 ans pour ça. Mais à une condition, que je comprenne le langage des gens. Mais vous savez, c'était qui Moshe? Moshe, c'est un type, à un moment donné, il n'avait plus du tout d'envie humaine à aucun niveau. Il s'était, comme on le sait, il s'était séparé de sa femme. Et je précise, c'est pas le coup, avec consentement de sa femme. N'allez pas croire qu'un type aussi grand que Moshe Rabbeinu, il a dit à sa femme, je te base, je te vexe, je n'ai rien à faire de toi à partir de maintenant, parce que je vais aller étudier la Torah avec le bon Dieu. Comment ça s'appelle la femme de Moshe? C'est pour. Je refais la parenthèse. Il lui a dit quoi? Ça n'existe pas. D'ailleurs, posez la question autour de vous. Rav, j'ai un dilemme. C'est quoi ton dilemme? J'étudie pas assez la Torah. Et je voudrais éventuellement rajouter 1 heure de Torah. Ah, c'est bien. Et nous, le dilemme. Oui, mais le problème, c'est que je veux la rajouter au moment, comment on appelle ça, de la bataille navale à la maison. Entre 18 et 20 heures. Il y a les 4 enfants à la maison. Ma femme est aussi, elle rentre du boulot, elle ne sait plus où elle habite. En général, je l'aide. Mais comme je vais être un grand sadique, juste à ce moment-là, je décide de disparaître. Pas à ta mère. Qu'est-ce qu'il va lui dire le Rav? Au Rav, je vais parler à ta femme. Il va dire, Larzi, si tu veux faire une mitzvah, déjà, va aller ta femme. Et il va lui dire, je suis sûr que si on cherche bien, toi et moi, on va trouver un autre moment. Je te garantis. Et après, il y a autre chose de très intéressant qui se passe. C'est quoi? Ça, vous allez lui dire. Je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir me contredire. C'est que si tu montres à ta femme que malgré que tu as très envie d'aller écouter ton cours de Torah, et que tu ne dis pas assez, tu le mets de côté parce qu'elle est plus importante que tout, 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle va te dire quoi? Mon chéri, laisse, je gère, va au cours de Torah. Oui ou non? Ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'une femme elle est sensible à ce genre de choses. Si elle voit qu'une personne elle est prête à tout lui donner, il va lui dire quoi? Laisse, vas-y. Donc Moshe il dit, Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à tout donner pour l'âme Israël, pour parler avec eux. Ma femme, tu crois que je vais la laisser alors que peut-être qu'elle a besoin de moi? Chas v'shalom, avec consentement. Moshe, c'est un niveau, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Il est monté 40 jours, il n'a ni mangé, ni l'a bu, ni l'a dormi. Il a atteint un niveau très différent. Mais il dit, Hachem, tant que je peux parler de Torah, de choses normales avec un peuple, je suis présent. Mais s'ils commencent à me parler maintenant, quand ils ont de quoi vivre, de quoi manger, de quoi boire, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, ils m'inventent des problèmes qui n'existent pas, je ne suis plus la bonne personne pour être celui qui fait le médiateur parce que je ne comprends même pas ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Écoutez bien comment c'est fort. Il dit, Hachem, tu as vu ce qu'il me réclame? Il me réclame de la viande. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais comment je fais? Mais aïn li bassar, d'où je sors de la viande? Maintenant, écoutez bien, la viande, il y en a. Vous savez d'où il y en a? Il y a du bétail. Prends, fricherie, t'as à manger. Moshe, tu as prié, on a ouvert la mer. Tu vas prier, Hachem, il te donne de la viande. Tout est possible. Vas-y, mais aïn li bassar. D'où je vais avoir cette viande? Réponse, écoutez bien. Je n'ai pas les forces de prier pour quelque chose que je ne comprends pas le besoin. Et ça, c'est vrai, hein, mes amis. Vous savez, c'est quoi la différence entre un grand rave et une personne de la rue? Une personne de la rue, tu vas lui raconter tes problèmes. Ça va l'atteindre un petit peu. Ah, mon frère, ma soeur, si on pouvait t'aider, gros bisous, Berzlacha, que Dieu t'aide. Quand tu vas voir un tzaddik, oh là là, quand tu vas voir un tzaddik, il écoute ton problème, il est prêt, il est capable de pleurer avec toi. Il pleure avec toi sur ta détresse. Maintenant, Rav, je ne vais pas vous déprimer. Pourquoi vous pleurez comme ça? Ce matin, tu fais exprès. Qu'est-ce qu'il y a? Tu en rajoutes? Pas du tout.
Ton problème, il a tellement blessé qu'il se met à ta place, il se met à pleurer. Mais c'est d'Afka grâce à cette erpatiout, à cette reconnaissance avec toi-même. Que ton problème, il en fait son problème. Que maintenant, il ressent le manque et la douleur que tu ressens, qui fait une prière tellement puissante à Hachem que c'est pas pour toi qu'il demande, c'est presque pour lui-même. Quand tu ressens le manque et le besoin de quelqu'un, va dès que tu as les forces de prier. Oui ou non? Prenez un couple qui vient de se marier. Il se marie, 6 mois, il n'y a pas de grossesse en vue. On va stresser? Non. Qu'est-ce qu'il y a? À Koltov. Bien sûr, le mari va à la synagogue, il prie, elle allume ses bougies le vendredi, elle va prier à Koltov. Mais est-ce qu'il prie? Il prie. Mais si on est 5 ans après, et il n'y a toujours pas de bébé, tu penses comment elle allume ses bougies quand elle prie? Ah, maman, la prière qu'elle fait. Lui, quand il va à la Sina, où il va aller chez Baba Salé le jour de la Iloula, il va prier. Comment il va prier? Mais tu rigoles. Mais tu sais comment il va prier? C'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'au moment où il prie, il ressent le manque qu'il est en train de demander. Moshe dit à Akash Baruch Hu, je peux pas répondre ici au problème des Juifs. Pourquoi? Je ressens pas leurs besoins. C'est un besoin qui n'existe pas. Non seulement il est inventif ce problème, mais en plus de ça, moi je me suis tellement un petit peu élevé que je suis plus dans ces bagatelles, dans ces bêtises. Donc qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit ok, voilà ce qu'on va faire. On va prendre 70 personnes, 70 sages, et on va leur mettre à eux aussi un petit peu de Kedusha, comme ça ils vont avoir un petit peu de Ruach HaKodesh, un petit peu de prophétie, et ils vont pouvoir te seconder, et eux ils vont s'occuper de ces petites choses-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils étaient encore mariés, ils étaient encore là à entendre les plaintes du quotidien des gens, donc eux s'ils ressentent, s'ils sont au même niveau de ces gens-là au niveau physique, au niveau humain, ils vont pouvoir être également capables de ressentir les manques physiques et humains de ces personnes, ce qui n'est plus ton cas. Donc quelque part ici, on va colmater. Mais malgré tout, écoutez bien, Hachem il n'a pas aimé la plainte. N'est-ce pas? Il s'énerve. Il leur a dit quoi? Vous voulez de la viande, vous allez en recevoir, mais vous allez en mourir. Makara. Vous savez pourquoi je vous dis Makara? Ça veut dire quoi Makara en hébreu? Ce qu'il y a. Suivez, super. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que c'est la première fois que les Juifs ils se plaignent? Non! À peine ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah ouais, Moshe, tu as voulu nous faire la peau, tu nous as amenés ici, on aurait mieux fait de mourir en Égypte que de mourir dans le sable, dans la mer. Après on va mourir de faim, après on va mourir de soif. À chaque fois qu'ils se sont plaints, ils se sont plaints. Est-ce que Hachem il s'est énervé? Non. Est-ce que Moshe s'est énervé? Non. Est-ce qu'on a répondu au contraire à leurs besoins? Bien sûr. Comment on va manger? Avec quoi ils sont sortis? Avec la galette. Il n'y a pas grand-chose à manger. Au bout de 3 jours, il n'y a plus rien à manger. Je lui dis, t'inquiète pas, j'ai un plan, 40 ans, vous allez être servis. La manne, super. Après, il dit, Hachem, c'est bien, on mange, mais il faut aussi boire. Hachem dit, pas de problème, vas-y, on va taper un rocher, il y aura de l'eau, et après, on a eu le Béar Miriam. Ok? Moshe Rabbeinu, il est parti pour leur amener de l'eau. Oui? Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va leur dire? Shimuna Hamorim. Écoutez ceux qui désobéissent à Dieu. Vous voulez de l'eau, vous allez en avoir. Hachem, est-ce qu'il en a voulu à Moshe sur cette manière de parler? Il dit, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça aux Juifs? Shimuna Hamorim, écoutez les personnes mauvaises. Mais ils ont demandé quelque chose de normal. C'est humain de demander de l'eau alors qu'on a soif. Et Moshe, Hachem va en tenir rigueur sur ça. Donc tu vois que quand un Ben Israël il se plaint et que c'est justifié, c'est accepté. Là, qui se sont plaints? Hachem, tu sais que ça fait un petit moment quand même, on mange, j'ai l'impression de ne pas manger. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est pas uniquement dans la bouche, c'est surtout avec les yeux. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait le plus triper? Quand vous rentrez vendredi soir de la Sina et que vous voyez la table déjà dressée avec comme ça 15 sortes de salades, il n'y a même plus où poser un verre. Vous connaissez cette table de bénis? Magnifique. Vous avez... Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Moi, je vois Eldorado. Je suis comme un fou. J'ai pas encore mangé, mais j'ai mangé avec les yeux. Je vois des couleurs, je vois ci, je vois ça. Je m'imagine déjà comment ça va être dans ma bouche. C'est une folie. Alors que si je te fais la même chose, mais comme ça en mode je te jette un peu sur l'assiette, ou bien pire, je te bande les yeux au moment que tu manges, tu vas prendre le même plaisir? Pas du tout. Le kiff, c'est de voir l'assiette, la salade comme elle a été servie, l'avocat sur le saumon fumé. Bon, je vais vous donner faim, après ça se fait pas. Tu as compris? Mais ça donne envie. Mais quand on dit Hachem, on en a marre. Est-ce qu'ils ont le droit de se plaindre? Les Chaora, oui. Pourquoi Hachem, tu t'énerves? Hachem dit parce que je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'ils disent les Israéliens? Écoutez bien. Zacharnouet Adaga. On se rappelle du poisson, des concombres qu'on a mangé en Mitzraïm. Chinam, c'est quoi Chinam? Gratuit. Gratos. Alors, comme si que là, ils sont en train de payer quelque chose. Mais c'est pas ça la question. Chinam, on a mangé de la viande, du poisson, etc. en Mitzraïm, Chinam.
Qu'est-ce qu'il dit Rachid? La seule chose que vous avez gratos en Égypte, c'était quoi? Les téléchas. Les coups. Les coups de fouet, ça c'était à gogo. Tu en veux encore? Mi, comment dire en hébreu? Mi amarani velo kiben. Qui a dit moi, il n'a pas reçu. Qu'est-ce que tu avais de gratuit? Tu es te battre pour avoir un bol de soupe à la fin de la journée. Tu me dis Chinam? Donc Hachem dit je comprends pas. D'ailleurs, on raconte une histoire qui est intéressante, écoutez bien. Un jour, il y a un roi, il avait un médecin, si je ne me trompe pas, qui était juif. Et vous savez, les gens, ils aiment bien se servir de ce qui est marqué dans la Torah contre nous. Il dit, vous savez, vous êtes un peuple de râleurs, et surtout de kfouillé Toba, ça veut dire de personnes qui ne savent pas être reconnaissantes. Si vous vous rendez compte, vous avez eu une nourriture tellement céleste, magique, tu fermes les yeux, tu penses ce que tu veux, tu peux l'avoir en bouche. Et vous êtes parti chercher de l'oignon et des machins comme ça, vous êtes vraiment une sale race. Il dit ça au médecin juif. C'est Sa Majesté qui parle. Le médecin, il a dit, lui parler, ça ne sert à rien, je sais ce que je vais faire. Le lendemain, le roi, il avait l'habitude toujours de finir son repas, ne me posez pas la question pourquoi, avec un morceau d'ail. Ok? Chacun ses habitudes, on ne juge personne. Ce jour-là, le roi, il attend, et ça vient pas, il pose la clochette, il sonne. Ça arrive, qu'est-ce qu'il y a, Majesté? Et mon dessert, il est où? Ah, ordre du médecin, pour des raisons médicales, on ne doit plus vous apporter d'ail. Pardon, qu'est-ce que c'est? Ça va pas? Je veux mon ail, et non seulement je veux, surtout appelez-moi ce médecin. Pour qui il se prend celui-là? Il appelle, il dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est là? Tu m'as enlevé mon ail? Il dit, Majesté, que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. Un jour, un repas, je t'ai enlevé une petite gâterie. Après un repas, on peut imaginer ce que c'est le repas d'un roi. Juste un bout d'ail, voir comment tu réagis. Tu as envie de me faire la peau. Et toi, tu t'es permis de parler sur des juifs qui, pendant 40 ans, ont mangé la même chose, qui ont été privés de ce qu'ils voulaient. C'est pas beau. Vous comprenez, les juifs, ils avaient peut-être le droit de se plaindre à un moment donné. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il réagit de la manière dont il a réagi? Je vais vous donner un petit remez. Un petit remez. Un jour, il y a un professeur qui est rentré dans une classe. J'adore cet exemple. Je m'imagine tellement dedans, je ne me dis pas comment c'est vrai. Avec une feuille blanche et avec un point noir au milieu. Il a posé la question à ses élèves. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? 99,99999% ont répondu quoi? Un point noir. Ah là là. Mais moi, j'aurais été le premier à répondre à un point noir. Et là, le prof, il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes négatif? Il y a tout ça de blanc autour. Tout. Et la seule chose que tu remarques, c'est quoi? Le point noir. Mais quelle est la vraie réponse qu'on devrait normalement donner? Feuille blanche. Je vois une feuille blanche, toute blanche, avec un point noir. Mais tu vas me dire, bah, ça revient au même, mais pas du tout. Mais la différence, elle est énorme. Sur quoi tu t'es concentré? Qu'est-ce que tu as remarqué et surtout qu'est-ce que tu as laissé de côté comme si ça n'existait pas? Et là, vous savez, là, je vais vous dire, Chazal, Chachamim, ce sont les plus grands psychologues de la nature humaine qu'on peut imaginer. Quand Chazal, ils te disent dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, ne fais pas ça parce que ça, ne fais pas ça parce que tu peux arriver à ça. Donc tu regardes, arrête, ils exagèrent les rabbins, oh là là, c'était il y a 1000 ans, mais on a évolué, baba, ils te vendent, ils t'achètent, Chazal. Ils savent très bien comment tu es avant que toi-même tu commences à te découvrir, ils savent comment tu es, où tu vas aller, vers quoi ça va te mener, etc. etc. Fais-leur confiance. Et disent, Chazal, vous savez quoi? On se trouve tous de la même maladie. C'est quoi? C'est une sélection sélective, un espèce d'aveuglement sélectif. Ça veut dire que tu es dans des situations dans ta vie, et l'oméchané, ça ne change pas à kama ta vie, elle peut être agréable, positive et claire. Trop souvent, malheureusement, tu vas te concentrer sur ce qu'il n'y a pas. Maintenant, attention, hein, à quel point? Au point de gâcher tout ce que tu as autour de toi. Une question. Tu te lèves le matin. Tu as des enfants, tiens-toi sur la tête, tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin d'aide ni pour aller aux toilettes, ni pour marcher, ni pour manger, ni pour conduire, ni pour voir. La liste, elle est très très longue. Hein. Mais, tu as eu une altercation avec quelqu'un ce jour-là. Tu vas passer une journée, maman, tu as fleur de peau, tu es de mauvaise humeur, il y a tout qui t'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il m'a énervé celui-là. C'est tout? C'est tout? Ouais. Tu te lèves le matin, tu es stressé. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un coup de fil à 11h qui m'embête un peu, donc je suis pas content. Mais pourquoi on fait ça? Mais je dis on parce qu'on est tous débiles, excusez-moi de me dire ça de la même manière. Et j'ai pas honte de le dire qu'on est débiles.
qu'est-ce qu'on fait? On met sur le podium le 0,01% et tout le reste on le met par terre et on le regarde même plus. Tu marches dessus, tu marches dessus. Est-ce que c'est normal? C'est anormal. Est-ce qu'on le fait tous? Oui. Il y en a qui vont dire non, moi je le fais pas. Bravo. Tu arrives ça à faire tous les jours? Non. 1 minute par jour non plus. Ça m'a pris 70 ans pour en arriver là. Donc il y a un vrai problème. C'est-à-dire que humainement, on a tous le même problème. Je fais tellement attention à ce que j'ai pas que j'en oublie ce que j'ai. Mais c'est pire, c'est pas que dans la vie. Même les gens, on est entouré de personnes, d'amis, de voisins, de famille, des beaux-frères, des belles-sœurs, des cousins, ce que tu veux. Est-ce que vous savez les gens extraordinaires qu'on a autour de nous? Mais si je te pose la question, est-ce que tu trouves que tu as des gens extraordinaires autour de toi? Tu te dis, oh, franchement, non. Peut-être un peut-être, et en général, il habite jamais à côté de toi. Il est bien, je sais pas. Il y a un gars qui m'a dit une phrase, c'était la semaine dernière, il m'a dit une phrase, il m'a tué. Je lui dis, j'ai croisé quelqu'un, je lui dis, tu vois, avec lui, je me suis toujours entendu, ce qui n'est pas le cas de un tel, j'ai toujours eu du mal, parce que c'est des personnes que je connais les deux. Qu'est-ce qu'il me dit? Je dis, mais Ruben, tu peux pas savoir comment il est. Tu vis pas avec lui. Oh là là là. Il m'a mis, écoutez-moi, mais il m'a répondu tellement du tac au tac. Ouais. Je dis, mais c'est un génie ce type. Mais c'est facile de se faire ces détours des gens que tu fréquentes pas au quotidien. C'est un masque que tu vois. Il est capable d'être sympathique avec toi quand il te croise une fois tous les 2 ans. Mais viens avec lui au quotidien et te dire, maman, c'est un enfer. Oui ou non? Ok, donc c'est-à-dire que voir les points extérieurs quand tu connais pas une personne, c'est très facile, les bons points. Tu connais pas sa vraie personne. Moi, je vais vous dire mieux que ça. Tu vis avec une personne. C'est le roi pour reconnaître tous ses défauts. Mais c'est réalité, qu'est-ce qu'on en a fait? Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Malheureusement, on est victime de nous-mêmes. Hein. Tu aimes une personne pendant 10 ans. Quand il ne va pas forcément au niveau marital, personne, une relation amicale, d'affaires. Et le mec, un jour, il s'est loupé. Un jour, il s'est loupé. Bon, évidemment, il a loupé. Mais je suis là, même si tu as fait l'arnaque du siècle. Facile à dire, bon, prochain, j'ai encore déjà vécu ça, j'espère ne pas le vivre. Okay, vous non plus, si tu veux. Mais il te fait un sale coup. Mais tu vas le pourrir de tous les noms. Tu vas pourrir sa famille, tu vas pourrir son renom, tu vas le bloquer sur WhatsApp, sur les réseaux, sur ce que tu veux. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est mauvais? Oui. Mais est-ce que ça peut remettre en question tous les autres bons côtés qu'il a? Ben non. Non, mais s'il a fait ça, ça prouve que... Ça prouve rien du tout. Ça prouve qu'il a craqué, qu'il a pété un câble à un moment donné, mais toutes les bonnes choses qu'il a fait pour toi dans ta vie, toutes les bonnes actions, tous les bons mots, tous les moments où il a été présent, tu ne peux pas les enlever. Toutes les qualités qu'il a, tu ne peux pas, mais c'est plus facile de tout noircir. Ouais. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi ce que je veux dire. Parce qu'un râleur, c'est quoi un râleur? C'est ce que c'est? Ça vient montrer ici un espèce de pinouc, de gâterie. Parce que celui qui se plaint, celui qui est vexé, on n'attend rien de lui. Et lui, il n'a plus envie de rien faire, il se dédouane. Mais la vraie difficulté, c'est quoi? C'est d'être capable de reconnaître les bons et les mauvais points et de se travailler, de sortir de sa zone de confort pour être capable de faire un vrai état des lieux en fin de journée. Mais est-ce que c'est simple ça ou c'est plus facile de jouer le lâche et de se plaindre et dire c'est comme ça, je m'en vais? Oui, mais tu t'en vas de ta propre vie. Et tu perds tout. Tu perds la relation sympathique que tu aurais pu développer avec les gens. Tu perds la relation que tu pourrais développer avec Dieu. Tu perds le sourire et la bonne humeur que tu pourrais avoir toute la journée en toi. Mais, les maîtres, faites un exercice demain, vous penserez à moi. Réveillez-vous demain matin, ok? Faites un petit café, vous kiffez, avant de commencer votre journée. Les maîtres, prenez 10 minutes, ça passe super vite 10 minutes. Essayez de vous concentrer sur tout ce que vous avez de bien. Vous allez même plus savoir où les mettre, tellement qu'il y en a. Mais pas uniquement en parler, les rentrer profondément dans votre cœur. Fermez les yeux et souriez à chaque fois que vous pensez à quelque chose de positif. Vous savez comment vous allez la vivre cette journée demain. Mais pourtant, elle n'a pas changé, hein. La situation c'est la même. Vous avez des problèmes qui sont là, vous avez des soucis qui sont là, vous avez des trucs. Il n'y a rien qui a changé. Il y aura peut-être même encore des petits trucs en plus comme ça pour le kiff. Mais vous allez vous sentir super mal. Vous allez vous sentir... Moi j'adore, il y a un homme toujours qui me dit dans mes semaines, il me dit, moi j'ai une vie de milliardaire. Quand cette personne elle me dit cette phrase, je le jalouse. Je dis, mais il a tout compris. Une personne qui arrive à me dire, mais moi j'ai une vie de milliardaire dans ma vie. C'est un type, il a une mentalité extraordinaire. Mais il le pense. Vous savez comment on sait si un mec il le vit, ce qu'il dit? Je vois son comportement au quotidien. Est-ce que c'est un qui est positif? Est-ce que quelqu'un qui a le moral? Est-ce que quelqu'un qui est souriant? Si le type il dit, ouais, tout bien dans ma vie, il me fait toujours la tronche.
Il fait toujours la tronche, il t'angoisse quand tu le vois dans le trottoir d'en face. Tu pries pour pas le croiser, tu veux pas que ça s'assombrisse le ciel quand tu vas le croiser. Ah, il y a un problème avec lui. Lui c'est quoi? C'est Piv, Vilebo et Namchavi. Sa bouche et son cœur, ils sont pas alignés. Par contre, une personne qui te dit, mon frère, à Kol Bessider, tout va bien, et tu le vois, il est tout le temps en train de sourire. Il est comme ça, il est solaire. Mais je vous dis, faites le panneau solaire et captez les énergies positives. Vous allez être ce que vous fréquentez. Vous allez être ce que vous fréquentez. Entourez-vous des personnes positives, vous allez être positif. Entourez-vous de personnes ramma, vous allez être ramma. C'est comme ça. Vous avez compris? Donc, on revient au sujet. On a compris les mauvais côtés de la plainte, c'est super. Mais maintenant, je vais sortir ici avec une vraie réponse. Je fais quoi quand j'ai un problème? J'ai un vrai problème. Encore, on va me museler, je peux plus ouvrir ma bouche parce que si je parle, c'est pas bien. Si je... donnez mal à la tête, le rabbin, ça fait 1 heure qu'il m'a rien dit. C'est quoi la solution, mes amis, quand on a quelque chose à extérioriser et qu'on voudrait l'extérioriser, mais qu'on ne veut pas être critiqué et on ne veut pas s'éloigner, on ne veut pas se fermer des gens ou du bon Dieu? Alors, Razali nous donne 2 clés. 2 clés. La première, c'est la bonne formulation. La vraie forme. Et je vais expliquer tout de suite. Et c'est vraiment un exercice à faire. Hein. Je vous dis, moi, à travers les cours, je remarque tous les défauts que j'ai. Bon, de toute façon, j'en ai une tonne d'ici jusqu'en Chine. Mais c'est agréable quand on arrive à les pointer du doigt et on essaye peut-être de s'en occuper un petit peu. Quand tu veux demander quelque chose à Hachem, c'est-à-dire, et c'est le problème de ta vie qui t'embête le plus. J'ai une femme qui n'a pas d'enfant. J'ai une personne qui veut se marier. Parle à ça. Ce que tu veux, l'homme est chani. Ou bien, tu sais quoi, tu rêves d'acheter ta maison, t'en peux plus, tes voisins ils te cassent la tête du matin au soir, ils te peinent du bruit, t'empêchent de faire du bruit. Là, Esther, chaque fois que tu parles à quelqu'un qui a un problème, tu dis, mais le problème de l'autre, il est pire que le mien. Bon, Hachem, j'ai mes problèmes, ok? Maintenant, quand tu vas prier, à quoi tu vas penser? Tout de suite à ton problème, Hachem, s'il te plaît, sors-moi de là, fais-moi déménager, fais-moi acheter ma maison, fais-moi du voisinage tranquille, j'en peux plus. Je me dis, mais dis-moi, je parle à un débile? Je parle à un bébé? Ou je parle à un être humain qui a un peu du job dans sa tête? Ça veut dire, plains-toi, mais ne râle pas. C'est quoi qu'on n'aime pas chez un enfant? Quand il vient se plaindre, c'est quoi? Papa, je peux avoir un bonbon? Il y a un problème dans sa question? Non? Quoi le baisser l'air? C'est pas obligé de dire oui, hein? Mais dans sa question, il n'y a aucun souci. Très bien. Mais s'il vient, ok, vous connaissez cette scène, et il ne te lâche pas, et il se met à rajouter sa petite mélodie là, s'il te plaît, c'est ça qui va t'agacer. C'est pas le fond, c'est la forme. Mais parle normalement. Alors un bébé, bien sûr, un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, on vient en cours parce que c'est sa manière de parler, c'est pas faire autrement. Mais quand tu sais parler, dès que tu te mets à râler, on dirait un débile. Je me dis, mais tu veux me demander quelque chose? Les portes du ciel, elles sont ouvertes, parle. Il y a 3 tefilot par jour pour parler, et à part ça, je vous apprends un scoop, on peut parler à Dieu, même en dehors d'une synagogue, même en dehors du prière. C'est pas mal, hein? Il n'y a pas de Kabbalat Kahal. Il n'y a pas d'heure où on reçoit le public avec Hachem. Tu veux te lever à 3h du matin, tu as une petite ramma, tu veux parler avec lui, eh ben il est là à t'écouter, il a que ça à foutre de ses journées à t'écouter. Ok? Donc c'est-à-dire si tu veux parler à n'importe quel moment à Dieu, il y a encore rien que tu peux. Il y a une manière de parler. Parle d'une manière ou pas quand tu lui parles dans l'impression que tout va mal dans ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu es en train de transformer ta vie? Vous vous rendez compte de ce qu'on a fait, nous, dans le désert? Écoutez bien ce que je vous dis. On a tellement fait une fixette sur le fait qu'on n'a pas ce qu'on veut à un détail près. Écoutez bien. La manne, qui est la plus belle des choses qui peut nous arriver, on en a fait un fardeau, on en a marre, on a dit. Et on a réussi à transformer l'esclavage d'Égypte en nostalgie. Mais c'est un niveau. C'est un niveau. Mais de psychiatrie grave. Tu imagines la plus grande des souffrances que tu as pu vivre, tu la transformes en nostalgie. Tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'on se rappelle l'Égypte, qu'est-ce que c'était bien. Mais comment on a fait ça? Parce que écoutez bien, tu t'es convaincu que ce que tu as, c'est tellement pourri que tu as toujours eu mieux avant. Mais c'est exactement l'inverse. Mais ça, c'est la force de la folie de la personne. De noircir un sport. Donc, c'est-à-dire, si tu veux parler à Dieu, tu as une plainte. Moutard, on t'a jamais muselé. Aval, il y a une manière de parler. Et quelle est la bonne manière de parler? Écoutez bien. Hein. Et ça, on l'apprend d'Hachem lui-même. Avant qu'il va dire au Bnei Israël, vous voulez de la viande, je vais vous en donner. La Torah, elle décompte 3 psukim, 3 versets entiers, où Hachem, il n'est pas content. Il est en train de vanter les avantages de la manne, à quel point elle est incroyable, à quel point elle est bien. Comme si c'est comme un commerçant, un commercial, qui fait la déballe de son produit pour que tu puisses l'acheter. Tu vois, c'est Kavod Hachem.
il doit te convaincre à quel point ce qu'il t'a donné c'est bon. Hachem, il veut ton bien, il veut ton mal. T'as qu'il veut ton bien. Il te fait vivre pendant 40 ans gratos. Il veut ton bien, mais il veut ton mal. T'as qu'il veut ton bien. Pourquoi Hachem, il doit se justifier? Tu sais la manne, tu sais comment elle est bien, elle est comme ci, elle est comme ça. Makara, réponse, Hachem, il a voulu rappeler au Béni Israël le bien qu'ils ont et que malgré tout, ils ont réussi à se plaindre. Ça veut dire que quand tu veux te plaindre de quelque chose, encore une fois, Haïm Zé Moutar, est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. Mais qu'est-ce que tu dois faire avant? Tu dois d'abord ouvrir ta bouche avec tout ce que tu as de bien. Tu dois toujours te rappeler d'abord de ce que tu as. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. C'est très simple. Parce que si tu arrives à ouvrir ta bouche et à commencer par tout ce que tu as de bien, tu vas te rendre compte de ce que tu as. Donc finalement, le problème, il n'est pas si énorme que ça. Il est beaucoup plus petit que ce que je m'imaginais. C'est pas 90% de ma vie, c'est à peine 5%. Et encore 5%, j'ai cassé la cabane. C'est plutôt 0,00001. Et à ce moment-là, tu vas savoir quoi demander et comment le demander. Comprenez la différence? Tu sais parler, tu vas parler avec Hachem, avec... Mais je vais vous dire, hein, moi je me force à faire ça. En pleine journée, je m'arrête, je prends un stylo et une feuille, mais vraiment, je peux être en train d'écrire des fois un cours, je m'arrête au moment du cours. Je prends une feuille blanche et un stylo et je marque toutes les choses qui me font tellement bien dans ma vie actuellement. Je regarde la feuille, je dis, ouais, j'ai avoir du mal à ouvrir ma bouche là après ça. Pourtant, il y a 5 minutes, j'étais remonté comme un malade. Mais j'applique ce que je lis, tout simplement. Et force-toi de voir ce que tu as avant de comprendre ce que tu n'as pas. Et rappelez-vous d'une chose, les gens qui n'ont pas de problème, ça n'existe pas. Même ceux qui te donnent l'impression de ne pas avoir de problème, d'avoir des vies de rêve, alors là, c'est où le mensonge du siècle? C'est les réseaux sociaux. Alors, comme j'ai dit à chaque fois, je n'ai pas les réseaux et j'en suis très heureux, merci à Hachem de ça. Mais je sais ce qui se passe, ça va? Je ne vis pas en langue 1980, je sais ce qui se passe. J'ai plein d'amis, ils me disent, ils me racontent, ils me montrent certaines choses, je vois ce qui se passe. Mais Bémet, quand tu vois les réseaux, mais tu baves. Tu baves sur tout, sur les vacances, sur les voitures, sur les maisons, sur les femmes mannequins qui peuvent épouser. Toi, tu regardes à côté de quelque chose, tu dis, ouais, c'est pareil, ambiance. Mais la différence, c'est quoi? C'est que 99% ce qu'ils te montrent, c'est du fake. Même sa femme, la moitié, c'est du fake. Tu comprends? Elle est tous les 15 jours chez le chirurgien, si tu veux. Fais pareil, tu auras une star chez toi à la maison aussi. Et un sourire, tu crois qu'ils sont en vacances main dans la main, mais ils se supportent pas. Elle a la ligne parfaite, mais elle bouffe pas de la journée. Mais tu crois qu'elle te fait des shabbats, elle? Tu crois qu'elle va te faire des tables de Shabbat? 3 jours de fête, mais elle t'envoie bouler. Et la belle voiture et les machins. Mais c'est que du mensonge. Je me rappelle, j'oublierai jamais cette photo que j'avais vue qui représente tellement bien ça. Tu voyais un miroir avec une pomme et Pink Lady comme ça, magnifique, bien rouge et tout, brillante. Et toi, tu vois le reflet donc, de la pomme dans le miroir, elle est belle, elle est magnifique, elle est appétissante. Sauf que ce que tu vois pas, c'est derrière, la pomme est complètement pourrie et rongée. Et là, il est marqué quoi en bas? Regardez ce que vous fait refléter les réseaux sociaux. On te montre uniquement ce qu'il y a de bien. C'est comme un jour quelqu'un a dit, je crois que c'était sur Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde, super. Il a monté des startups. Il a dit, mais ce que vous ne savez pas, ce que personne ne dit, c'est le nombre de startups et de sociétés qu'il a montées, dans lesquelles il s'est massacré, il s'est endetté, il était en dépression. Mais les réseaux ne te montreront jamais les échecs. Ils veulent te montrer uniquement du rêve, ils te vendent du rêve. Tu dis, ah, si j'avais sa vie, si j'avais sa voiture, mais il a ses problèmes, tu ne les sais pas. Moi, si on rentrait dans les détails, je vous l'avais déjà dit ça. Un jour, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait Teshuva et qui venait du monde de la musique. Vous savez ce que c'est le monde de la musique? C'est l'argent, c'est tous les vices que tu veux. Il n'y a pas un truc qu'ils n'ont pas fait. Et le type, t'as un feuille, il a fait Teshuva, il a tout plaqué. Et le type, il dit, aujourd'hui, j'ai étudié la Torah, je suis heureux. Dis-moi, la vérité, quand tu vois sa vie aujourd'hui, l'année d'avant, tu te dis, bon, qu'il a fait Teshuva, je veux bien, mais qu'il ne dise pas, je suis plus heureux. Maintenant, enfin, j'ai du mal à le croire. Eh ben, Hachem, il a mis sur ma route, ce type, un Shabbat, et je l'ai croisé. Et je lui ai posé la question. Vous savez, c'est qui ce monsieur? Il s'appelle Guy Mardel, ça vous dit quelque chose? Il a fait une vidéo sur Torah Box. Il fréquentait les gens du showbiz et les présidents et les machins. Il a fait un jour de rencontrer Shabbat. Je lui dis, quoi, la vidéo, elle est poignante, elle est magnifique. Je peux vous poser une question. Ça vous manque pas un peu quand même? Et surtout, je lui ai demandé, mais comment vous avez trouvé la force de partir? Pas possible. Comment vous avez trouvé la force de tout claquer?
Pourquoi? Pour un livre de Gemara. Moi, j'ai jamais connu le luxe. C'est facile pour moi d'aller à la Gemara. Mais quelqu'un qui a connu de tout claquer, comment t'as fait? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, si tu savais le vide qu'on a dans ce milieu, tu comprendrais qu'on cherche une chose, c'est à remplir. Il m'a dit, toutes les personnes que tu vois, comme ça, les dents nickel, chez le dentiste, qui montent sur les tapis rouges de Cannes, à monter les marches, et les mannequins, et les bateaux, et les yachts, et les jets privés. Tu as l'impression qu'ils ont la plus belle vie au monde. Ils sont vides, ils sont tristes, ils sont tous sous coke, tous sous drogue pour pouvoir tenir un minimum normalement le temps d'une soirée. Ils sont tous chez leur psy 3 à 4 fois par semaine. Ils sont en morceaux, ils sont déchirés. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Forcément quelque chose. Ils passent d'une femme à l'autre, d'une voiture à l'autre, d'un jet à l'autre, parce qu'il n'y a rien, il faut remplir quelque chose. Mais à un moment donné, tu te rends compte de quoi? Que tu as beau courir derrière des choses, ça ne te remplira jamais vraiment parce que c'est pas ça la vérité. Elle dit, le jour où j'ai fait découvrir, j'ai goûté à ce que c'était la Torah, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression qu'on remplit mes poumons d'oxygène. Le mec, il me dit ça, je vous ai dit, il m'a convaincu. Hein. Je l'ai cru. Je l'ai cru. Comment t'as ça, c'est le Hémet? Quand tu veux demander quelque chose à Kosh Baruch Hu, ne parle pas bêtement. Parle intelligemment. Rends-toi compte de tout ce que tu as autour de toi et après tu peux ouvrir ta bouche. Et comment à ce moment-là, quand tu vas te plaindre, ça aura du sens. On sait d'où tu viens et tu sais ce que tu veux demander. Tu as tellement amoindri maintenant les problèmes, tu sais qu'il n'y a plus rien maintenant. On n'a rien, on n'est rien en train d'inventer. Et c'est ça, mes amis, qui a déplu pour terminer. À Moshe, au bon Dieu, dans la paracha. Tu veux te plaindre, il n'y a pas de problème. Mais au moins, donne-moi une touna, soit un mythonène, soit pas un mythonène. J'ai envie de dire en français, soit pas un mytho. Vous savez comment est-ce qu'on a remarqué qu'en fait, ils étaient en train de se plaindre pour rien? C'est très simple. Ils ont commencé de quoi? Zacharno et Tadaga, on se rappelle du poisson. Ah, on avait de la viande, on avait de la pastèque, on avait ci. Hop. T'as un problème ou tu cherches des problèmes? Ou tu inventes des problèmes? Ou tu cherches ce qu'on appelle aujourd'hui la petite bête? J'avais dit, si t'as un problème, je suis le premier à t'écouter et à te tendre la main pour t'aider. Mais si tu cherches les problèmes, ça me plaît pas. Ça veut dire que tu n'es même plus capable d'apprécier ce que tu as. Tu n'es même plus capable d'apprécier ce que je t'ai donné. Je te dois quelque chose? Je dois rien. Je ne dois rien. Ah, celui qui me dit, ouais, mais Hachem, celui qui m'a donné la vie, moi j'étais bien là-haut. Et l'outil Raza dans la Kabbale, il nous dévoile. Sache que chaque personne qui est vivante ici, c'est une personne qui a supplié Dieu de redescendre. Ah bon? Ouais. Donc, on ne va pas rentrer dans ce cours maintenant, mais c'est juste pour finir cette idée. Hachem, il ne doit rien. Tout ce qu'il nous donne, c'est cadeau. On veut réussir à se plaindre, moutarde. Et tu veux que ta plainte, elle arrive à être entendue et exaucée et écoutée, on peut, ça vaut le coup de le faire, mais il faut apprendre à se plaindre. En bénédiction, mes amis, qu'on soit capable d'abord, dans la feuille blanche, de d'abord remarquer tout ce qu'il y a de blanc dans notre vie, et après de se concentrer sur le noir. Et à ce moment, vous verrez que vous aurez chez il faudra un petit tipek, ça veut dire, tu sais quoi, l'arziz. Ça aussi, tu mérites, je te l'efface. Amen, Kenny Ratson, Shabbat Tov. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחד